Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 29 janvier 2026, c'est notre bulletin numéro 275 et nous sommes toujours à Moscou. Vous avez été plusieurs à me le demander, donc j'ai retiré la tête de Jean-Noël Barrot au début des bulletins. Certains avaient des crises de dépression, donc voilà. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus sous sanction, je suis toujours et plus que jamais sous sanction. Donc si vous voulez m'aider, eh bien la première chose à faire, c'est de vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux, puisque le combat continue, encore une fois. Même si le coup a été rude, je ne vous le cache pas, eh bien je continue le combat. Et en plus, j'ai ajouté celui de la liberté d'expression et du retour à l'état de droit en France, qui passera évidemment par la sortie de l'Union européenne, on l'imagine bien. Donc inscrivez-vous sur X, sur Telegram, mais également sur Odyssée, sur Rumble, sur VK, pourquoi pas le réseau social russe, l'équivalent de Facebook. Et si vraiment vous voulez nous aider, eh bien ma femme a ouvert une cagnotte donc pour aider notre famille, puisque moi vous n'avez pas le droit de m'aider, mais vous avez le droit d'aider ma femme qui elle n'est pas sous sanction. Donc le lien est en description de cette vidéo. La première cagnotte a été fermée, tout va bien, mais simplement pour des questions techniques, en fait, c'était plus pratique d'en rouvrir une autre. Donc voilà, vous pouvez faire ce geste si vous le voulez. De toute manière, moi, quoi qu'il arrive, je continue le combat. Mes avocats sont à la tâche et au fur et à mesure, je vous tiendrai au courant de l'évolution. Encore une fois, je me bats pour moi, mais je me bats surtout pour ce que, eh bien, cet acte de dictature qui a été pris par le régime d'Emmanuel Macron et par son complice Jean-Noël Barrot, eh bien, ne puisse plus jamais se renouveler. Plus aucun citoyen français ne doit jamais être condamné sans passer devant un tribunal, sans avoir droit à une défense. J'aurais moins de problèmes si je trafiquais de la drogue que si j'étais un opposant politique. Voilà, donc vous pouvez également vous abonner à notre partenaire Géopolitique Profonde qui nous aide beaucoup en ce moment et je le remercie infiniment puisqu'il met ses serveurs à notre disposition. Vous avez dû commencer à recevoir la lettre d'information, mais en fait on est saturé. Encore une fois, on travaillait avec OVH avant et maintenant eh bien, il a fallu prendre d'autres fournisseurs en zone libre, c'est-à-dire hors de l'Union européenne. Et c'est pour ça que c'est compliqué. D'ailleurs, privilégiez quand vous inscrivez à notre lettre d'information, qui est le moyen le plus simple de contourner la censure, les adresses email comme Gmail, comme Outlook, comme Hotmail, parce que les emails typiquement français, comme par exemple Orange, eh bien, sont filtrés à l'intérieur du territoire français. Donc voilà, de toute manière, encore une fois, techniquement, pour nous, c'est un défi, mais on est en train de le relever. Et encore une fois, merci à Géopolitique Profonde. Et d'ailleurs, je vous recommande son nouveau numéro du mois de février, dans lequel j'ai écrit un article sur l'OTAN, la puissance pauvre, et donc qui concerne l'Arctique également, de manière générale. Et ça, c'est extrêmement, évidemment, intéressant. C'est un sujet important parce que c'est à la fois une route de commerce, on en a souvent parlé sur Stratpol ces dernières années, une route de commerce alternative, 15 fois plus rapide que le canal de Suez, alors avec évidemment moins de profondeur, mais qui tend à se développer, notamment parce que les Russes sont en train de se doter d'une flotte de brise-glace et que ce sont les seuls au monde en fait à avoir ce genre de capacité. Et puis également les ressources de l'Arctique, celles qui font notamment rêver Washington, notamment sur les terres du Groenland. Donc ne manquez pas ce dernier numéro. Ce qui m'a plu cette semaine, eh bien, c'est Michel Onfray. Non pas que j'ai fait un virage à gauche ou un virage anticatholique, mais parce qu'il a, malgré ses orientations habituelles, eh bien, particulièrement bien parlé de la mort du roi Louis XVI, en disant que c'était un innocent. Il a notamment souligné qu'il était quand même assez étonnant que certains élus de la France insoumise, qui officiellement est contre la peine de mort, célèbrent celle de ce roi innocent. Donc ça valait la peine d'être souligné. Voilà, bravo à lui pour être capable, tout en étant un homme de gauche, eh bien, de reconnaître qu'il faut revoir complètement notre histoire de la Révolution. La Révolution française n'est pas quelque chose qu'on doit célébrer. Encore une fois, il ne s'agit pas, et Onfray le dit aussi, de vouloir systématiquement restaurer la monarchie, d'ignorer le fait qu'elle était vraisemblablement en bout de course en 1789 et qu'elle avait été incapable de se réformer. Mais cela dit, c'est un événement tragique. C'est à cette période, notamment la période de la Terreur, qui est l'acte de fondation de la gauche française, que nous avons vécu les heures les plus sombres de notre histoire, qui sont celles d'une guerre civile et que malheureusement nous célébrons chaque année. Voilà, donc on progresse. Les Français doivent redécouvrir leur histoire, la véritable histoire, et nous en avons 1500 ans. Essentiellement, c'est des épisodes glorieux
de victoire et considérons objectivement nos fautes, notamment la Révolution française. Je suis tout à fait d'accord, la collaboration. Mais enfin, quand on compare la collaboration avec les monstruosités de la Révolution et de la Terreur, eh bien, tout cela paraît quand même beaucoup moins important. Économie maintenant, et avant tout, n'hésitez pas à venir ouvrir un compte en Russie, venir pour y investir, ça vous évitera de vous faire fermer, bloquer, geler vos avoirs, comme ce qui m'est arrivé en France. Voilà, vous pouvez compter sur Divergence Service, le lien est en description de cette vidéo. Il y a un domaine que nous avons beaucoup abordé dans nos derniers bulletins, qui est celui de l'aéronautique russe, donc de cette percée, de cette capacité qu'a désormais la Russie de devenir totalement souveraine en matière d'aéronautique civile. Et bien, non seulement elle va devenir souveraine, mais en plus elle va commencer à exporter, puisque une exposition a eu lieu en Inde et que le Superjet 100 et l'Ilyushin 114-300 ont été retenus pour une coopération avec l'Inde. Alors évidemment, c'est une bonne nouvelle pour la Russie. Pour Airbus, un petit peu moins, puisque nous occupons une place privilégiée pour l'instant en Inde, mais évidemment, c'est la politique indienne de vouloir diversifier ses fournisseurs, que ce soit dans le domaine de l'aéronautique militaire ou dans le domaine de l'aéronautique civile. Économie humaine maintenant, le taux de fécondité en Russie a baissé, donc le taux de fécondité, c'est le nombre d'enfants par femme en âge de procréer, donc de 15 ans à 50 ans. Il était déjà pas très élevé en décembre 2024 puisqu'il était à 1,4 et là il est à 1,374. Alors c'est pas une grosse baisse par rapport à l'année dernière, mais malgré tout évidemment ce n'est pas suffisant pour renouveler les générations russes. La Russie subit cette dénatalité qui d'ailleurs frappe le monde entier, sauf je crois l'Afrique subsaharienne, et c'est dû à différentes choses. D'abord les mentalités, c'est-à-dire que c'est l'expérience soviétique, et puis ensuite les années 90, la société de consommation, donc les femmes et les hommes russes veulent moins d'enfants, mais c'est en train de s'améliorer, je le pense. Il y a aussi un aspect médical, c'est-à-dire que notamment les femmes les plus âgées, celles qui ont 50 ans, puisqu'on juge par partir de 50 ans, et payent la faiblesse des services médicaux lorsqu'elles avaient 20 ou 30 ans, que c'était pendant les années soviétiques ou dans les années 90. Et ce n'est qu'après avec l'arrivée de Vladimir Poutine que ça s'est tout de même largement amélioré. Mais ça, évidemment, il faudra attendre pour qu'il y ait des conséquences. Moi, encore une fois, ce que j'observe autour de moi, c'est la multiplication des familles nombreuses et surtout l'idée de la famille nombreuse qui devient finalement de famille nombreuse, famille heureuse. Et ça, en fait, ça vaut mieux que toutes les aides, même si ça compte, les aides aux familles nombreuses. C'est le fait que petit à petit, les familles russes redécouvrent que d'avoir beaucoup d'enfants, c'est le bonheur, en fait. Et donc, voilà, c'est ce que aussi nous devons faire redécouvrir à ceux qui l'ont oublié en France pour refaire de notre pays une grande puissance de vie et démographique. Là-dessus, j'ai écouté un des discours de J.D. Vance, on peut critiquer l'administration de Trump, mais sur la défense de la vie, J.D. Vance, c'est vraiment un modèle à suivre. L'Union européenne continue dans son suicide économique. La Commission européenne a annoncé que désormais il serait interdit à partir de janvier 2027 d'acheter du gaz liquéfié russe et à partir de septembre 2027 d'importer du gaz par gazoduc. Alors importer le gaz par gazoduc, ça concerne essentiellement les clients du Turkish Stream. Donc évidemment la Slovaquie et la Hongrie ont protesté parce qu'il faut bien se rendre compte que cette décision est illégale, comme celle concernant mes sanctions, puisque normalement le domaine énergétique est resté souverain pour les différents membres de l'Union européenne. Et donc la Commission européenne a utilisé sa prééminence en manière douanière, donc elle menace de taxes de 300% à ceux qui achèteraient encore du gaz russe. Donc là aussi, une fois de plus, c'est l'arbitraire le plus total. La seule solution, c'est pas de contester juridiquement, c'est de sortir de l'Union européenne. Alors, le résultat, c'est que le gaz, je crois que le prix a quadruplé. Et donc, résultat, maintenant, on a les chiffres de ce que ça a coûté en matière d'industrie chimique en Europe. Donc, moins 25% pour l'Allemagne, moins 20% pour les Pays-Bas, moins 12% pour l'Angleterre, moins 10% pour la France, moins 7% pour l'Italie et 20 000 pertes d'emplois. Voilà donc où on en est, sachant qu'encore une fois, sur les 4 tuyaux qui composaient les Nord Stream 1 et 2, il y en a un qui est en parfait état de fonctionnement et que Vladimir Poutine est prêt à relancer immédiatement. Donc visiblement, ça ne suffit pas pour la Commission européenne. Il faut que le gaz ne coûte pas 4 fois plus cher, mais 8 fois plus cher pour détruire complètement l'économie des pays de l'Union européenne. Alors donc face à ça, évidemment, il y a quand même une partie du patronat allemand et l'Alternative für Deutschland avec Alice Weidel qui fait sienne la théorie des plongeurs ukrainiens en disant que l'Ukraine devra rembourser non seulement les 70 milliards
de dollars d'euros qui ont été donnés à l'Ukraine par l'Allemagne, mais également compenser et réparer le gazoduc donc, qui a été détruit, selon la théorie du complot débile, par les plongeurs ukrainiens. Donc ça, c'est une première chose. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, on entend ça dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est ce que j'ai dit sur X pour ceux qui me suivent, c'est qu'en fait, pour avoir un discours nationaliste en matière de politique étrangère, il faut aller voir Jean-Luc Mélenchon. Tellement le Rassemblement national, notamment derrière Jordan Bardella, est passé à gauche, voire à l'ultra-gauche, avec une espèce de bouillie idéologique. Il faut défendre l'Europe, il faut défendre nos valeurs, etc., etc. Non, là, finalement, on a un Jean-Luc Mélenchon qui, finalement, s'occupe des intérêts de la France, et l'intérêt de la France, c'est d'avoir de l'énergie pas chère. Donc c'est intéressant cette convergence sur cette question-là. J'entends bien, je ne soutiens pas du tout le projet de Jean-Luc Mélenchon pour la France, mais en tout cas en matière de politique étrangère, une fois de plus, c'est quand même bien au-dessus de ce qu'on peut observer dans les autres partis. Et la Commission européenne n'a pas l'intention de s'arrêter uniquement au gaz russe, mais également à l'uranium russe, puisque, et on en a souvent parlé, Framatome et Rosatom coopèrent pour fournir, notamment aux centrales nucléaires qui se trouvent en Europe et qui sont héritières qui ont été léguées en fait par l'héritage soviétique et communiste, puisque l'Union soviétique a construit des centrales nucléaires partout, notamment en Lituanie. Elle a été fermée en 2009, faisant de la Lituanie un importateur d'électricité de Biélorussie par une centrale construite par les Russes, alors qu'elle était un exportateur et qu'elle gagnait de l'argent avec ça. Donc ça avait été la grande réussite de l'Union européenne, encore une fois. Et il y a beaucoup de centrales nucléaires en Europe encore qui fonctionnent avec de l'uranium enrichi russe. Et en plus, les Russes construisent en Hongrie de nouveaux réacteurs. Donc là aussi, qui devront être alimentés par de l'uranium russe. Donc là, évidemment, le gouvernement hongrois proteste et on va voir ce que ça va donner. Mais il y a une espèce de spirale suicidaire en ce moment au sein de l'Union européenne qui rappelle vraiment le bunker, encore une fois, Adolf Hitler dans son bunker en 1945. C'est-à-dire que maintenant qu'ils savent que la guerre contre la Russie est perdue militairement, perdue économiquement, c'est comme s'ils voulaient brûler leur vaisseau, comme Cortés qui arrivait dans le Nouveau Monde, pour que, au moins, le plus longtemps possible, il puisse y avoir un mur de fer, un rideau de fer entre la Russie et le reste de l'Europe, et empêcher absolument des pays, notamment comme la France et l'Allemagne, ou l'Italie, de constituer un bloc solide en Europe avec la Russie. Économie toujours, et je voulais revenir sur les déclarations récentes de Denis Pouchkine, donc qui est maintenant gouverneur de la République populaire de Donetsk, donc qui fait partie intégrante maintenant de la Fédération de Russie, et qui a annoncé de bonnes nouvelles, c'est-à-dire que les grandes villes de Makiivka et surtout de Donetsk étaient en pleine reconstruction, modernisation, un peu sur le modèle de Moscou, mais à Moscou est le modèle pour toutes les villes russes, et donc Donetsk. Et surtout, ce qu'il a dit, c'est que les quartiers les plus à l'ouest de Donetsk, qui, lorsque j'y suis allé la première fois, grâce à Nicolas Mirkovitch en novembre 2015, étaient sur la ligne de front. Ces quartiers-là aussi sont en train d'être reconstruits. Et en fait, oui, le front se trouve à 50 km désormais de la périphérie ouest de Donetsk. Et donc à 50 km, à 40 km déjà, en fait, on peut commencer à reconstruire, même s'il y a toujours des attaques de drones, du harcèlement contre les populations civiles, tout peut être fait. Et évidemment, Donetsk sera totalement tranquille, un peu comme Mariupol, quand le front sera à autour de 80-100 km, là, on n'en entend quasiment plus parler du tout de cette guerre. Voilà, bonne nouvelle de nos amis du Donbass. Vous avez été plusieurs à me demander de vous parler du Fonds du bien-être national. Donc c'est le fonds souverain russe, et parce qu'il y a plusieurs articles qui sont sortis, notamment un qui disait que la Russie avait vendu ses réserves d'or du Fonds du bien-être national. Alors pour ça, je vous ai fait quelques petites captures d'écran. Encore une fois, le Fonds du bien-être national, la manière dont il se compose et dont il évolue depuis sa création en 2008, se trouve sur le site du ministère des Finances russe. Donc vous pouvez télécharger le tableau Excel et aller regarder. Donc je vous ai proposé plusieurs tableaux Excel. Tout d'abord, première constatation qui va un peu dominer tout le reste. Ce qu'on peut voir sur ce tableau, c'est qu'en février 2022, donc ce fonds qui est en rouble, était évalué à 13 610 milliards de roubles. Donc si vous voulez savoir, vous pouvez à peu près diviser en gros par 100, donc ça fait 136 milliards d'euros. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en janvier 2023, il a perdu 3 000 milliards de roubles. En janvier 2024, il a perdu 2 000 milliards de roubles, c'est-à-dire qu'en fait, il s'était reconstitué entre janvier 2023 et 2024.
et de la même manière qui s'est reconstitué entre janvier 2024 et 2025. Et aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, il est à 13 259 000 milliards de roubles. Or, vraisemblablement, au mois de janvier 2026, et là aussi, il va tomber aux alentours de 10 ou 11 000 milliards d'euros. Pourquoi ? Eh bien parce que le fonds souverain russe, il est fait pour compenser les déficits budgétaires, mais également pour financer les projets nationaux comme les ponts, les routes, des usines d'importance stratégique. Et évidemment, il a été utilisé pour financer l'opération militaire spéciale. Donc ce que l'on voit, c'est que malgré cette fluctuation, eh bien finalement, depuis le début de l'opération militaire spéciale, le fonds souverain russe est relativement stable. Donc ce qui est intéressant, c'est que comme on le voit en février 2022, il n'y a pas de dollars, d'actifs en dollars américains pour ce fonds souverain. Il y a de l'euro, il y a de la livre sterling, il y a du yen japonais, il y a du yuan chinois et il y a de l'or. Voilà, ici, et le reste, ça, c'est du rouble. Donc ce qu'on observe du point de vue de l'or, c'est un bond de 405 tonnes à 554 tonnes. Et pour le yuan chinois, on passe de 226 à 309. En fait, ce qui se passe, c'est que la Russie s'apprête à se séparer de ses actifs non fiables. Donc déjà, encore une fois, il n'y avait pas de dollars, mais en décembre 2022, il n'y a plus de livres sterling et il n'y a plus de yens japonais. À partir de décembre 2023, il n'y a plus d'euros non plus. Et ce que l'on voit aussi à ce moment-là, donc là, on est à la fin de l'année et il faut combler le déficit budgétaire, eh bien, c'est que les Russes ont tapé dans les actifs en or, puisque on était à 554 et là, on passe à 358. Et encore une fois, c'est le rôle de ce fonds souverain. Et comme on le voit, de décembre 2024 jusqu'à mai 2025, eh bien les Russes continuent à puiser dans leurs réserves d'or, mais les reconstituent en juin 2025, comme on le voit, puisqu'on est à 211 tonnes ici. Et puis de nouveau, entre juillet 2025 et décembre 2025 aujourd'hui, eh bien, les Russes recommencent à puiser dans leurs réserves, profitant du fait que l'or est monté très haut. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le fait que le ministère des Finances ait massivement investi dans l'or a permis de maintenir la valeur du fonds souverain à plus de 13 000 milliards de roubles, donc, ce qui est une excellente chose. Par rapport au février 2022, la part de l'or dans les réserves russes est passée de 405 tonnes à 160 tonnes. Donc c'est une diminution de 2,5 fois. Pour sa valeur en roubles, et c'est ce qui compte puisque les dépenses du fonds souverain sont en roubles, eh bien le fonds est stable depuis 2022. Politico-diplomatique maintenant, donc des négociations ont commencé à Abu Dhabi entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Donc c'est pas la peine de spéculer, on ne sait pas ce qui s'est dit, la seule chose qu'il faut noter et qui est positive, c'est que ce sont les premières négociations tripartites, puisque ce qui se passe en Ukraine est une guerre entre Moscou et Washington, dans lequel finalement l'Ukraine, c'est l'endroit où ça se déroule. Mais le traité, quel qu'il soit, sera finalement un traité entre les États-Unis et la Russie. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est une bonne étape vers une solution finale de ce conflit. Et la deuxième chose, c'est que ces négociations continuent, puisqu'elles doivent reprendre le 1er février. Donc, que penser de ces négociations ? Je pense que ça va dans le bon sens. Et je pense, comme l'a dit l'amiral qui dirige la délégation russe, que tout le monde a très bien compris ce qui se passe sur le terrain et dans la profondeur du territoire ukrainien. C'est-à-dire que les Russes dominent absolument partout. Donc, tôt ou tard, Kiev va devoir se soumettre. Et c'est le sens de ce qui va vraisemblablement se passer au 1er février. Ça veut dire qu'on aura un traité de paix immédiatement ? Non, on aura sans doute vraisemblablement d'abord un cessez-le-feu, à condition que Kiev donne l'ordre aux troupes otano-kieviennes de se retirer du Donbass. Et il faut qu'elle le fasse rapidement, parce qu'encore une fois, il se peut très bien que d'autres régions de l'Ukraine soient rattachées, soient libérées et rattachées à la Russie. Hein. Encore une fois, pour moi, je vois très bien Kharkov, après un référendum, rejoindre la Fédération de Russie. Donc voilà où on en est. Toutes ces négociations vont dans la bonne direction. Même si c'est pas idéal, tout ça va dans la bonne direction et surtout dans la direction de la victoire russe qui, aujourd'hui, pareil, est inéluctable. Les Américains le savent, les Kieviens le savent, les Russes, évidemment, le savent. Alors, ce qui reste derrière, en fait, c'est les fanatiques, c'est-à-dire la clique d'Emmanuel Macron, la clique de Starmer. Et même les Allemands m'ont l'air quand même beaucoup plus pragmatiques. Et notamment, comme il y a une véritable opposition nationaliste en Allemagne qui veut la paix avec la Russie, avec Weidel, il y a une grosse pression autour de Friedrich Merz. Un grand événement, j'allais dire diplomatique, mais disons plutôt de réelle politique, s'est déroulé à Moscou. C'est la rencontre entre Vladimir Poutine et le nouveau président Mohamed Al-Shara,
qui donc s'est rendu à Moscou. Et la réunion s'est remarquablement bien passée, à tel point que Al-Shara a félicité les Russes pour leur courage. Et Vladimir Poutine aussi a insisté, et ça c'est très très important, sur le recouvrement de l'intégrité territoriale de la Syrie. Donc il faisait évidemment allusion à la liquidation des forces syriennes libres, qui en fait étaient la région autonome kurde dans le nord de la Syrie, mais aussi les territoires qui sont occupés au sud de la Syrie par Israël. C'est-à-dire qu'une nouvelle fois, comme vis-à-vis de l'Iran, comme vis-à-vis de la Palestine, comme vis-à-vis du Liban, la Russie s'inscrit contre les volontés, appelons-les comme elles sont impérialistes, de Netanyahou vis-à-vis de ses voisins. Donc évidemment, on n'a pas envie de pousser des cris de joie, mais la véritable question, c'est que devrait-on faire si nous étions, vous et moi, ministres des Affaires étrangères russes ou français, quand vous avez une réalité sur le terrain qui est ce qu'elle est, eh bien ça ne sert à rien de se battre contre des moulins. Et il faut prendre acte en essayant d'obtenir notamment la protection des minorités alaouites chrétiennes. Et il est clair que la Russie va conserver sa base maritime à Tartous, qui est aussi ça une garantie pour les alaouites et pour les chrétiens. Et soulignons aussi que si on en croit le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, la question de livrer Bachar el-Assad à la Syrie n'a même pas été posée. Quelques mots sur le conflit israélo-américano-iranien, puisque c'est de ça dont il s'agit. Honnêtement, je vais pas faire de pronostic, parce qu'en fait, il n'est pas certain qu'en face de nous, on ait des acteurs qui soient à la fois rationnels, je parle des Américains et des Israéliens, et normalement renseignés. Si Netanyahou a réussi à vendre à Donald Trump le fait que si jamais il bombardait l'Iran, ça provoquerait un changement de régime, là je pense que tout devient possible. On va rapidement savoir si Donald Trump l'a cru ou si c'est une nouvelle démonstration de force pour finalement après faire un pas en avant, deux pas en arrière. On sera bientôt fixé. De toute manière, ce qui est clair, c'est que l'Iran n'est pas le Venezuela et que l'Iran aura de quoi riposter. Et de riposter non seulement sur la flotte américaine, mais certainement sur Israël soi-même, puisque évidemment c'est Israël qui est à l'origine de cette opération extrêmement dangereuse pour la région. Armement maintenant, et ça a circulé sur les réseaux sociaux et dans une partie de la presse, donc une société française qui s'appelle EOS Technologies a livré plusieurs drones à l'Ukraine qui peuvent voler jusqu'à 500 km, et donc c'est présenté comme une espèce de percée importante, puisque 500 km, ça permettrait d'atteindre Moscou. En fait, ça n'atteindra pas Moscou, puisqu'il ne sera pas lancé du bord de la ligne de front, mais largement en retrait, et surtout quand on regarde la fiche technique de ce drone, donc qui s'appelle le Raider 330. Donc effectivement, il peut voler sur 500 km à 100-120 km/h, mais il porte 4 kg d'explosifs. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont viser à Moscou avec 4 kg d'explosifs. Bon oui, ils peuvent taper dans une habitation ou je ne sais pas trop quoi, mais ça paraît quand même relativement ridicule quand on voit que les Guéranes russes transportent 90 kg d'explosifs. Je ne vous parle même pas des Iskander, dont selon les versions, on va entre 250 et 500 kg d'explosifs. Et des bombes planantes qui balancent des bombes d'une tonne sur maintenant potentiellement jusqu'à 120 km. Donc une fois de plus, on est dans la propagande, on est dans le discours sur l'arme magique qui va changer la donne. Je serais content qu'il y ait des jeunes sociétés françaises, des jeunes pousses pour ne pas utiliser l'anglicisme start-up, qui réussissent, qui innovent. En plus, ils innovent avec une compagnie française, Nexter, qui malheureusement a fusionné avec les Allemands de KNDS. Donc c'est une bonne nouvelle, mais leur drone magique ne changera pas la donne et ils n'atteindront pas Moscou avec. En matière de drones, ce qu'on a observé dans le ciel ukrainien, le petit ciel, celui des drones, pas celui des chasseurs et des bombardiers, ce qu'on a observé, c'est que les drones Guéran version observation étaient capables de survoler en toute impunité des villes comme Kiev, comme je crois cette année Dniepropetrovsk, où là, pendant 2h30, je crois, en fait, le drone observait, repérait, et il y a tellement plus de DCA ukrainiennes qu'en fait ils font ce qu'ils veulent. Et tout ça a été filmé évidemment par les habitants de Kiev ou de Dniepropetrovsk. Donc on s'imagine l'effet psychologique de ce savoir totalement vulnérable, de savoir que la station électrique, le transformateur électrique peut très bien exploser d'une minute à l'autre et que finalement les otano-kieviens ne peuvent rien faire. D'ailleurs, Pistorius, le ministre de la Défense allemand, a dit de toute manière, ils ne pouvaient pas livrer des missiles Patriot, puisque même ils n'en avaient plus et qu'ils attendaient d'être réapprovisionnés par
les Américains. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le complexe militaire-industriel américain est sur la corde. Et c'est ce que disait, d'ailleurs, c'est ce que décrivait Emmanuel Todd. Dernière nouvelle sur l'armement, on a eu un échange assez drôle entre ce pauvre ministre des Affaires étrangères, Sikorsky, qu'on a souvent cité. C'est lui qui s'était réjoui, qui a remercié les Américains sur Twitter d'avoir fait sauter Nord Stream 1 et pour partie Nord Stream 2. Donc il n'est jamais à l'abri d'une gaffe. Et là, il a envoyé un email en demandant à Elon Musk de fermer le Starlink pour les Russes. Elon Musk lui a répondu assez méchamment en le traitant d'imbécile baveux et lui précisant que sans Starlink, il n'y a plus de système de transmission dans l'armée ukrainienne. Elon Musk ne peut pas savoir qui, sur le territoire ukrainien, utilise le réseau des Ukrainiens ou des Russes. Donc évidemment, il ne peut pas le couper, ou alors, encore une fois, c'est la fin de l'armée ukrainienne. Une fois de plus, Sikorsky aurait mieux fait de se taire. Empire du mensonge maintenant, et je voulais vous présenter l'amiral qui a été nommé par Emmanuel Macron à la tête de la flotte française, donc le CEMAM, le chef d'état-major de la marine, l'amiral Nicolas Vaujour. Et ce qui m'a frappé, c'est sa ressemblance avec le général Mandon, donc qui est le chef d'état-major de l'armée française. Et je voulais partager ça avec vous parce que j'avais l'impression que pour faire partie de l'équipe d'Emmanuel Macron, il faut correspondre à un certain modèle anthropologique, sans doute à base de soja, et avoir à peu près systématiquement la même tête. Plus sérieusement, ce qui est grave, c'est qu'une fois de plus, Emmanuel Macron envoie les chefs de nos armées promouvoir sa politique étrangère belliciste. Et surtout grotesque, parce qu'en fait, contrairement à ce que raconte cet amiral, on n'est pas les yeux dans les yeux avec les Russes. Ils ne jouent pas dans la même catégorie. Mais après 50 ans de socialisme, on n'a plus d'armée, ni de flotte, ni de rien. Donc la réalité, elle est là. La Russie n'est pas notre ennemi, ni sur terre, ni sur mer, ni dans les airs. Et tout de suite, le moment bunker. Et vous allez être content parce que le moment bunker de la semaine, c'est Jean-Noël Barrot. Écoutons-le. Mais l'Europe a été absolument centrale dans les discussions entre les États-Unis et l'Ukraine depuis 2 mois, qui ont permis de bâtir un paquet pour la sortie de la guerre, pour le cessez-le-feu que Vladimir Poutine doit aujourd'hui saisir. Sans quoi nous continuerons à accentuer la pression. Donc Jean-Noël nous explique que l'Europe a joué un rôle fondamental dans les négociations entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Donc en fait, le seul rôle qu'a joué, en fait, c'est pas l'Europe d'ailleurs, c'est l'Angleterre, la France et l'Allemagne, c'est de retarder l'accord de paix, la capitulation de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Donc de provoquer davantage de morts, de destruction, puisque de toute manière le sort en est déjà jeté. Et surtout Washington n'écoute absolument pas ce que dit Emmanuel Macron et encore moins Jean-Noël Barrot. Nous avons perdu parce que nous sommes noyés à l'intérieur de l'Union européenne, parce que nous ne sommes pas souverains, que nous ne sommes pas cette puissance d'équilibre que nous devrions être. Nous sommes sortis complètement du jeu international, non seulement dans le monde, mais en Europe. Voilà. Donc évidemment, ce pauvre Jean-Noël a du mal à l'accepter et à s'en rendre compte. Et donc il continue à menacer, à faire des ultimatums. Là, il nous a annoncé, je ne sais pas combien, le 20e, 21e, 22e, 33e paquet de sanctions qui, celui-là sera le bon. Vous allez voir, les Russes vont arrêter la guerre. Ils vont reconnaître qu'ils ont perdu. Considération militaire générale maintenant, et j'aurais commenté cette déclaration qu'a fait Mark Rutte, donc le secrétaire général de l'OTAN, qui a dit que sans les États-Unis, l'Europe était incapable de se défendre. Alors, la question, c'est de se défendre contre quoi ? Parce que je pense qu'il a à la fois tort et raison. En fait, si jamais la Russie décidait de lancer une offensive vers l'Ouest, effectivement, sans les États-Unis, l'armée russe ne pourrait pas être arrêtée, surtout dans l'état d'excellence et de perfection dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Bon, le problème ne se pose pas, puisque de toute manière, les Russes ont autre chose à faire, et ils n'ont pas du tout envie d'envahir la Pologne, l'Allemagne, et encore moins la France. Donc là, Rutte a raison, mais il évoque un scénario qui ne peut pas se produire. Et là où Rutte a tort, c'est que si, en fait, la France peut résister à n'importe quel envahisseur sans l'aide de personne, grâce à notre arme nucléaire. Voilà. Et au fait que, malgré tout, il y a une tradition militaire et que si on avait un gouvernement qui sache s'appuyer notamment sur ces familles qui sont encore le cœur de la France, qui ont eux beaucoup d'enfants, et bien évidemment qu'on pourrait reconstituer une véritable armée et que personne n'oserait nous attaquer. Donc là-dessus, il raconte n'importe quoi. Le problème, encore une fois, de l'OTAN et de l'Union européenne pour la France, c'est que ça nous affaiblit. Nous avons, du point de vue de la dissuasion nucléaire, quelque chose de largement suffisant pour dissuader n'importe qui de nous envahir. Considération militaire générale toujours, il y a eu un échange de corps entre les corps de soldats ukrainiens, donc au nombre il y en a eu 1000,
pour 38 corps de soldats russes. Je rappelle qu'en novembre, c'était pareil, 1000 corps ukrainiens pour 30 soldats russes. Donc ça nous fait un rapport de 30, fois 30. Et ça peut nous donner une idée aussi au niveau des pertes, puisque quand on compare la puissance de feu russe à la puissance de feu otano-kievienne, quand on compare le nombre de corps échangés, quand on compare le nombre de prisonniers de part et d'autre, on voit très bien qu'il y a une armée qui domine sur l'autre. Et donc quel que soit le chiffre que vous pouvez annoncer pour la Russie, le chiffre des pertes, donc je ne vais même pas revenir sur les 50 000, les 30 000, on croit qu'on parle de l'offensive de la Somme en fait. Donc ça, je ne vais même pas revenir dessus, mais quoi qu'il arrive, quel que soit le chiffre que vous annoncez sur les pertes russes, vous pouvez multiplier par un facteur, alors sans doute pas de 30, mais largement supérieur pour ce qui est de l'Ukraine. Voilà où nous en sommes. Considération militaire générale encore, un article intéressant de New York Times qui cite donc l'Université nationale de défense d'Ukraine et qui se plaint que l'hiver ne joue plus son rôle, c'est-à-dire de ralentir les opérations militaires. Alors, je vais revenir un peu sur ce qu'on a déjà dit. Je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est un thème sur lequel on est souvent revenu depuis 3 ans quand on a fait ce constat. D'ailleurs, notamment, j'avais été surpris que les Russes attaquent le 24 février puisque c'était en gros au début du printemps. Et que donc c'est pas l'hiver surtout qui ralentit le plus les déplacements dans cette région du monde, c'est les intersaisons. Parce que soit il y a le dégel, soit il pleut, les pluies d'automne. Et donc tout d'un coup, il n'y a plus rien qui peut avancer. Mais ça, comme on l'a vu, l'asphaltisation du paysage ukrainien depuis 1945 a tout de même largement changé la donne. En plus, on peut continuer à se battre en ville. Alors, il y a toujours des problèmes logistiques, mais on arrive à les surpasser. Et puis, quand il fait très froid, eh bien, ça consolide les sols. Et de nouveau, il y a une capacité de manœuvrer. D'ailleurs, même, on peut remonter loin en arrière. La campagne d'hiver, la campagne d'Alsace du maréchal de Turenne, je crois que c'est en 1675, eh bien, elle se passe en hiver. Donc on peut combattre en hiver. La bataille de Korzoun-Cherkassy également a lieu au début de l'année 1944. Donc, mais effectivement, là le problème, d'ailleurs, ça n'a pas été, et c'est là où il se trompe, ça n'a pas été le froid, ça a été la Rasputitsa, c'est-à-dire le fait qu'on n'arrivait plus à avancer de part et d'autre d'ailleurs, ce qui a d'ailleurs forcé donc les Allemands à partir une main devant, une main derrière et d'abandonner leur matériel lourd dans la poche, dans le chaudron de Korzoun-Cherkassy. Constatation intéressante, et la conclusion d'ailleurs de cet article et de cet institut ukrainien, c'est de dire que finalement la seule chose qui change en hiver, c'est qu'il fasse froid. Et effectivement, encore une fois, depuis le 24 février 2022, il n'y a réellement pas eu de pause dans les combats. Quoi qu'il arrive, ça bouge à un endroit à un autre, et surtout depuis novembre 2023, les Russes sont sans arrêt en train d'avancer. À l'exception de la contre-offensive absurde de Koursk en août 2024, eh bien, c'est une domination russe quasi totale. Puis dernière considération militaire générale, donc Global Firepower, donc c'est un think tank qui classe les armées les plus puissantes, a fait son classement pour l'année 2025 et a mis les États-Unis en premier la Russie en deuxième. Alors les critères encore une fois de sélection c'est pas uniquement le volume de l'armée, voilà, c'est à la fois ça, mais également la technologie, la capacité financière, la capacité de recrutement, la capacité du complexe militaro-industriel. Donc c'est une espèce d'algorithme qui peut être discuté. Mais ce qui m'a frappé, c'est que l'Ukraine finalement ne se trouve qu'en 20e position, puisque ça fait quand même 4 ans que l'Ukraine fait la guerre contre la Russie. Et puis en fait, quand on réfléchit à l'algorithme, si bien sûr l'Ukraine ne peut occuper que la 20e place, puisque technologiquement, sa base industrielle et technologique de défense n'existe plus. Elle dépend totalement de ses alliés, donc de sa coalition. Et si jamais cette coalition cessait de l'aider, la guerre s'arrêterait immédiatement. Donc effectivement, je crois que c'est la confirmation de ce que je dis. L'Ukraine était considérée par les Occidentaux comme un pays du tiers-monde dont on n'attend qu'une seule chose, c'est de fournir de la main-d'œuvre. Et ce qui est triste, c'est que cette main-d'œuvre doit être sacrifiée pour faire souffrir la Russie. C'est ça le sens. Et d'ailleurs, on voit l'hystérie, notamment du côté anglais, à vouloir livrer des armes qui pourraient enfin toucher Moscou. Parce que c'est vrai que si la guerre s'arrêtait demain, nous, à Moscou, on n'en a jamais vu les traces. Il y a eu quelquefois quelques petits drones qui sont tombés, mais quand on voit ce qui se passe à Kiev en ce moment, c'est absolument pas comparable. Évidemment que pour Londres, pour le régime d'Emmanuel Macron, pour Friedrich Merz, le fait que la Russie se sorte si facilement, entre guillemets, parce qu'à Belgorod, c'est quand même beaucoup plus dur, mais si facilement, la capitale qui n'est quasiment pas expérimenté la guerre pendant 4 ans, évidemment, pour eux, c'est un choc
ne peuvent pas accepter, d'où leur fanatisme, d'où le fait qu'ils veulent se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Le front n'a pas trop bougé cette semaine, mais un petit peu quand même, toujours en faveur des Russes. Et donc, allons-y. Dans la région de Zaporozhye, les Russes se sont emparés de la localité de Novopavlovka et se rapprochent de plus en plus de la localité de Ryukovka à cet endroit qui permettrait de démarrer l'encerclement opératif d'Orekhovo, qui est l'objectif principal dans la région. Les Russes continuent à avancer après avoir pris Gouliapol et sont rentrés à l'intérieur de la localité de Zalozhnye ici. Plus au nord, les Russes continuent à avancer. Donc après avoir nettoyé complètement Pakrovsk, d'ailleurs aujourd'hui je vais retirer la petite punaise de Pakrovsk. Voilà qui est fait. Et donc après avoir nettoyé Pakrovsk, Mianograd et Charkovo, eh bien ils avancent vers Dobropilya et ils ont pénétré à l'intérieur de Novi Donbass. A priori ils auraient pris la localité, mais j'en suis pas encore certain, donc je laisse la ligne de front au milieu de la localité précisément. Plus à l'est, les Russes continuent de pousser vers Rai-Alexandrovka et ont pénétré à l'intérieur de la localité de Nikifirovka à cet endroit-là. Les Russes se sont emparés et ont nettoyé Zakitnoe ici à cet endroit-là. La bataille de Liman a commencé, donc l'assaut des forces russes a commencé. On croise les doigts en espérant que ça soit fini assez rapidement. De toute manière, les troupes otano-kieviennes ici sont complètement isolées au nord de la rivière Donetsk. Plus au nord, donc du côté de Kupiansk. Alors j'ai un peu modifié la ligne de front, mais je suis certain de rien. Donc a priori, en fait, la localité de Podolia, ici, n'a pas été prise donc, par le sud-est, comme je le pensais, mais plutôt par le nord, si on en croit Yuri Podolaka. Donc voilà, j'ai un peu changé ça, mais encore une fois, je suis sûr de rien. Le ministère russe de la Défense a annoncé la prise de la localité de Kupiansk-Vuzlovoye, mais pour l'instant, c'est pas certain. Donc là aussi, on verra la semaine prochaine. Là, en revanche, c'est confirmé. Les Russes se sont emparés de Tishenkovka à cet endroit-là. Donc, ce qui devrait permettre d'accélérer le nettoyage complet de la ville de Kupiansk. Les Russes ont également avancé du côté de Kutkovka à cet endroit-là. Plus au nord, ça c'est confirmé. Les Russes ont libéré une grosse localité de Vovchansky Khutori ici, qui était donc à l'est de Vovchansk et serait en train de percer également à cet endroit-là à partir de la localité de Marino. Plus à l'ouest maintenant et dans la région de Sumy, ici les Russes ont pris la localité de Lukashovka. Donc là on le voit, les Russes avancent par petits bonds à différents endroits, sans doute davantage pour attirer les réserves otano-kieviennes plutôt que pour lancer de grandes offensives. Donc on a vu ça ici et également au nord de la région de Sumy, où là, les Russes également ont pris la localité de Bila Bereza à cet endroit-là. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes au jeudi 29 janvier 2026. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur tous nos réseaux sociaux pour éviter la censure, la lettre d'information. Donc, mettez de préférence un email du genre Hotmail, Gmail, choses comme ça. Et puis, confirmez. N'oubliez pas aussi de confirmer l'email comme quoi vous avez bien été inscrit. Voilà. Et puis, sinon, eh bien, les nouvelles, en général, sont bonnes. Donc, tenez bon, courage, on les aura.